La France était une tempête, la fureur de la Révolution faisait rage. L'ordre avait disparu, le sang tachait les rues. Une nation implorait un chef. De Corse, un jeune homme vint. Napoléon Bonaparte. Le feu brillait dans ses yeux, l'ambition brûlait en lui. Il s'élèverait, le vieux monde s'effondrait, les rois tombaient, les idéaux s'entrechoquaient comme des épées. Napoléon y vit une opportunité. Il était soldat, un brillant tacticien. L'Italie fut témoin de son génie. Les victoires s'accumulaient, son nom résonnait. Paris écoutait attentivement. Il avançait avec détermination. Le directoire était faible, corrompu, instable. La France aspirait à la force, à une main de fer. Napoléon la proposa. Le coup d'État. 18, Brumaire. Le pouvoir était à sa portée. Consul, puis empereur. Un nouveau chapitre commençait. L'enfant de la Révolution. Ou son maître. Il promit l'ordre. Il promit la gloire. La France regardait, le souffle coupé. Allait-il sauver la nation? Ou forger de nouvelles chaînes? Son destin se déployait. L'Europe allait trembler. Le chaos devait être dompté. Les lois étaient un enchevêtrement confus. Anciennes règles, nouveaux décrets. La justice était incertaine. Napoléon exigea la clarté. Il recherchait l'unité. Une loi unique pour tous les Français. Le Code civil, son œuvre la plus durable. Une nouvelle aube juridique. Il rassembla de grands esprits. Les juristes travaillèrent de sans relâche, poussés par sa volonté. Le Code émergea, clair, précis, logique. Il traitait de la propriété, de la famille, des obligations, l'égalité devant la loi, une idée révolutionnaire. Quoique, en vérité, pas pour tous, le Code se répandit loin, à travers les terres conquises, au-delà des frontières de la France. Il façonna les systèmes juridiques. En Europe, aux Amériques, un témoignage de sa puissance. Il unifia la France, cimentant les acquis révolutionnaires. Pourtant, il renforça également l'autorité de l'État. Le Code était un outil, un instrument d'ordre. Il définit la France moderne. Les droits de propriété protégés, la bourgeoisie satisfaite, mais les droits des femmes, limités, subordonnés, le père, le maître. La vision napoléonienne de la société, structurée, patriarcale, contrôlée. Une nation avait besoin d'être reconstruite. Pas seulement les lois, les esprits aussi. Napoléon le comprit, l'éducation était la clé. Les lycées virent le jour, stricts, disciplinés. Ils forgeaient des citoyens loyaux. Ils formaient les futurs dirigeants. Pour l'Empire, pour la France. Le programme était rigide, sciences, mathématiques, lettres classiques, la loyauté à l'empereur, inculquée dès le plus jeune âge. Les universités réformées, l'université impériale, supervisant toute l'éducation, un système centralisé, aucune place à la dissidence, seule la pensée officielle. L'économie était fragile, le tumulte révolutionnaire, les assignats sans valeur, la confiance brisée. Napoléon recherchait la stabilité, une monnaie forte, une banque fiable. La Banque de France, créée en 1800, son pilier financier. Elle gérait la dette de l'État. Elle émettait des billets de banque. Elle restaura la confiance. Le commerce prospéra de nouveau. L'industrie trouva un soutien. Le franc devint stable. Une base pour la croissance. Pour les campagnes militaires. Le nerf de la guerre. Financé par l'ordre. Quatrième partie, la main de fer. La censure sous Napoléon. La gloire avait un prix. L'ordre exigeait le silence. La presse était muselée. Les journaux se réduisirent à une poignée. Tous sous contrôle de l'État. Seules les nouvelles officielles étaient imprimées. Les théâtres étaient surveillés. Les livres affrontèrent le censeur. Les espions de la police étaient partout. Madame de Staël fut exilée. La liberté d'expression s'éteignit. L'art servait le régime. La sphère publique était contrôlée. Chaque mot pesait. La peur était un outil pour maintenir le pouvoir.
le code, la banque, mais aussi le répresseur. La France n'était pas libre. La volonté de l'empereur régnait. Absolue. Cinquième partie. Les habits neufs de l'empereur. Propagande et image. Napoléon savait que l'image était le pouvoir. Il façonna sa légende avec soin, délibérément. Il était plus qu'un homme. Il était un symbole. De la grandeur française, de la victoire, du destin. L'art devint son serviteur. Peintre, sculpteur, tous glorifiaient Napoléon. David le peignit majestueux, franchissant les Alpes, calme au milieu de la tempête. Gros dépeignit son héroïsme, visitant les pestiférés, intrépide, compatissant. Ces images se multiplièrent. Gravures, médailles, bustes. Dans chaque ville, dans chaque foyer. Les bulletins du front racontaient des récits de triomphe. Son génie, indéniable. Les pertes ennemies, exagérées. Le courage français, suprême. Les soldats les lisaient à voix haute. La nation y croyait. Cela nourrissait leur fierté, leur sacrifice. Pour lui, pour la France. Il organisait de grands spectacles, sacres, parades triomphales. Le peuple était ébloui. Il voyait la splendeur impériale. Il se sentait un partie prenante de sa gloire. C'était la machine de propagande, puissante, omniprésente. Elle façonnait l'opinion publique. Elle cimentait son pouvoir. L'empereur, un mythe vivant. Sixième partie, un double héritage, architecte et autocrate. Napoléon, architecte de la France moderne. Son code, ses institutions, perdurent. La Banque de France, les lycées. Il a reconstruit une nation brisée, l'autocrate, le despote. Son règne était absolu. Les libertés furent restreintes, la censure omniprésente. La propagande façonnait la pensée. Des millions périrent pour son ambition. Son héritage est complexe. Héros ou tyran, la France d'aujourd'hui porte son empreinte. Dans ses lois, ses écoles, son État centralisé, un nom qui fascine toujours, définit toujours.